8 mai 1945, 8 mai 2025. Cela fait donc jour pour jour, exactement 80 ans, que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. On fête cette fin de guerre le 8 mai en Europe occidentale et c'est le 9 mai en Russie, héritière de l'Union soviétique. On ne peut pas comprendre le 8 mai 1945 sans tenir compte du 11 novembre 1918. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? La Première Guerre mondiale a coûté plus de 8 millions de vies humaines européennes et elle a bouleversé complètement notre civilisation. Elle a fait que les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale au détriment des Britanniques. Et puis, beaucoup d'autres conséquences. D'abord, le démantèlement des empires centraux, allemands, austro-hongrois, russes, amène l'émergence de nouvelles nations indépendantes. Par exemple, la Finlande, les 3 pays baltes, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie et la Pologne, notamment. Cela amène l'émergence de nationalisme et, au départ, de régimes démocratiques, mais qui ne vont pas tenir longtemps. Il y a ensuite les nations qui ont vaincu. Le Royaume-Uni, donc perd sa première place, la France, qui aspire essentiellement à la paix, qui a récupéré l'Alsace-Moselle, donc qui ne veut plus la guerre, et en ne voulant plus la guerre, elle va créer certaines conditions pour en créer une autre. Évidemment, c'est ça le problème. Car si tu veux la paix, il faut préparer la guerre, comme dit l'adage romain bien classique. Et puis, il y a l'Italie qui a soutenu donc les Alliés, qui fait partie des vainqueurs, mais qui n'a pas été récompensée à la hauteur de son engagement. Au départ, l'Italie, d'ailleurs, était du côté des puissances centrales, et elle a monnayé symboliquement son soutien à la France et au Royaume-Uni, mais elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite, notamment les provinces irrédentes, au détriment de la Yougoslavie et autres. Donc, c'est une victoire, entre guillemets, mutilée, amputée. L'effondrement de l'Empire ottoman amène un sursaut nationaliste turc incarné par Kemal Atatürk, qui va se faire au détriment notamment des Grecs, et qui va balayer le traité de Sèvres qui démantelait en grande partie la Turquie. Il y a ensuite les nouvelles idéologies. L'arrivée du bolchevisme en Russie, qui succède à la Russie tsariste, donc un totalitarisme rouge, une idéologie de destruction. Et évidemment, il y a une idéologie révolutionnaire de droite qui va se créer en face de l'idéologie de gauche en question, qui tente d'abord de s'emparer de la Hongrie, de la Roumanie ou de l'Allemagne, sans succès. Ces communistes sont écrasés, ce qui va amener la théorie du communisme dans un seul pays de Staline, parce qu'effectivement, l'international communiste ne va pas réussir. Mais le communisme va essayer de s'implanter partout en Europe. Alors évidemment, dans un tel contexte, il faut bien avoir en tête que c'est l'idéologie fasciste qui s'impose en Italie. Alors pourquoi est-ce important de comprendre ça ? Eh bien, c'est que donc il y a 2 totalitarismes qui vont naître de 1918, totalitarisme fasciste, modèle italien plus doux que le modèle allemand beaucoup plus dur, et le modèle évidemment soviétique. Ce sont des conséquences, là aussi, de la Première Guerre mondiale. Mais en fait, en matière d'idéologie, il y a quoi ? Il y a les démocrates, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, le temps qu'elle durera. Il y a beaucoup de régimes autoritaires, conservateurs, qui naissent à la fois contre le communisme et aussi contre le fascisme. Contre le communisme et contre la gauche en général, en Espagne, au prix d'une guerre civile terrible, alors que l'Espagne avait été épargnée par la Première Guerre mondiale, et puis contre le fascisme dans les pays baltes, par exemple, ou en Hongrie ou en Roumanie. Horthy, Antonescu sont là pour empêcher, clairement, des régimes fascistes de s'installer dans ces pays. Alors, forcément, derrière, il y a des nations vaincues. L'Autriche, qui cherche un peu son destin propre, et qui, jusqu'à 1945, finalement, va rester un peu dans l'orbite allemande, et va être annexée via l'Anschluss en 1938, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'Autriche va assumer un destin national différent, une deuxième nation allemande qui s'envisage indépendamment de son grand voisin. Il y a l'Allemagne vaincue. Alors l'Allemagne vaincue, évidemment, peut être animée par un esprit de revanche, qui sera incarné par la victoire de l'hitlérisme, et qui va amener la guerre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? D'abord, l'Allemagne est accusée, alors bien sûr que Guillaume II a sa part importante de responsabilité, mais elle est accusée presque seule d'être responsable de cette guerre. L'Allemagne paiera, selon la propagande française, jusqu'à ce que les anglo-saxons mettent fin à l'ineptie un peu tardivement.
La France occupera la Ruhr en 1923, offrant un premier succès médiatique aux nazis. Grosse erreur stratégique, évidemment, doublée du fait humiliant pour les Allemands d'une occupation avec des troupes coloniales. Il y a la crise financière de 1923, c'est là où on retrouve des timbres à 4 milliards de Deutschmark. Et puis, vous avez évidemment la crise de 29 qui va particulièrement toucher l'Allemagne et qui va faciliter la victoire hitlérienne, en sachant que lorsque Hitler arrive au pouvoir, le mouvement nazi est en train de régresser électoralement, mais c'est Papen qui lui propose la chancellerie. Et à partir de là, la révolution de droite allemande se met en place, évidemment avec ce que l'on sait. Alors, l'armée allemande n'a pas été battue sur le territoire allemand, elle a été battue autrement, elle n'assume pas sa défaite, et préfère accuser la jeune République de Weimar d'avoir trahi l'Allemagne, et l'idéologie hitlérienne va rajouter le fait qu'au sein de cette idéologie de Weimar, ce serait, aux yeux des nazis, la communauté juive allemande qui aurait trahi. Alors qu'elle a participé évidemment à l'effort de guerre de 14-18 comme les autres. Alors, l'idéologie nazie, effectivement, est une idéologie propre qui ressemble à celle de Guillaume II, finalement, mais radicalisée et revancharde. C'est quoi l'idéologie nazie? La haine de la France. D'ailleurs, Hitler fera signer l'armistice dans le même train de Rotonde où l'Allemagne avait signé en 1918 sa défaite. La haine des Slaves, l'infériorité des Slaves, que le régime allemand de prussien n'empêchait pas de patronner. Il y a un patronage d'une certaine manière. Et là, on passe à une idéologie de nature totalitaire où les Slaves sont considérés comme des sous-hommes et qui doivent être traités comme tels par cette idéologie totalitaire. Tous non, slovaques ou croates, sont admis dans la sphère allemande, avec les Bulgares par exemple. Les Polonais, eux, au contraire, vont être traités de manière humiliante et criminelle. Même chose pour les Russes. Alors, évidemment, le 9 mai, on fête la victoire russe, soviétique, la grande guerre patriotique, en oubliant complètement que cette guerre a été gagnée, non pas grâce à Staline, mais malgré Staline, d'une certaine manière. Rappelons les faits, Staline allié de l'Allemagne pendant 2 ans, Staline qui ne croit même pas les premières semaines à l'invasion allemande, qui y voit l'intoxication de propagande anglo-saxonne, qui a démantelé tout le haut commandement militaire, en faisant exécuter par exemple quelqu'un comme le général Tukhachevski, et qui est donc un véritable boulet. Ce qui fait que le peuple russe va se battre, en grande partie, contre l'hitlérisme et contre les armées allemandes. C'est le projet allemand qui est réservé aux Slaves, c'est la façon dont les populations russes sont traitées. Au départ, lorsque les populations de l'Union soviétique, russes, ukrainiens et autres, voient les armées allemandes arriver, ils les voient un peu comme des libérateurs qui vont briser les kolkhozes et les sovkhozes, donc donner la terre aux paysans et faire tomber le régime communiste. Sauf que très rapidement, ils déchantent. Ils se rendent compte qu'ils ont face à eux une idéologie qui, effectivement, veut leur destruction ou leur asservissement. À ce moment, ils n'ont pas le choix. Il faut sauver le régime soviétique pour se sauver eux-mêmes. En réalité, je pense que la plupart des Russes auraient souhaité se défaire de Staline en même temps que d'Hitler. Mais c'est pas comme ça que c'est possible. Donc, à partir de là, ça n'empêchera pas beaucoup de Russes de soutenir l'effort de guerre allemand, malgré tout. Ça amène à beaucoup de Russes dans la Wehrmacht, et même dans la SS, et une armée russe de libération générée par l'ancien général soviétique Andrei Vlasov. L'armée russe de libération, la ROA. Ce qui veut dire que malgré tout, il y a des Russes qui pensent qu'il faut quand même se défaire prioritairement de Staline au prix d'alliances avec, effectivement, l'Allemagne. Des alliances qui ne prendront pas forme. L'armée de Vlasov ne naîtra vraiment qu'en septembre 1944, c'est-à-dire beaucoup trop tardivement pour pouvoir jouer un rôle quelconque dans cette guerre. Donc à partir de là, c'est la slavophobie, la russophobie totalitaire du régime hitlérien qui amène à jeter d'une certaine manière les Russes dans les bras de Staline, et ça amène évidemment à la victoire soviétique, comme la victoire russe du tsar Alexandre face à Napoléon Bonaparte. Alors les conséquences du mai 45 sont claires, c'est une défaite malgré tout de l'Europe, même si c'est aussi une victoire de l'Europe. C'est ça le paradoxe. Victoire de l'Europe qui se libère d'un totalitarisme de droite au prix d'une alliance avec un totalitarisme de gauche, et évidemment victoire aussi des États-Unis et de l'Union soviétique qui vont devenir les 2 grandes puissances post-45. Le globalisme va commencer à naître à ce moment-là, l'ONU va naître
à ce moment-là, et puis bien entendu, après la chute de l'Union soviétique et des Rouges, entre guillemets, en 1991, eh bien, le globalisme ou mondialisme n'aura plus d'ennemis en face. Il faut bien avoir conscience de cela. C'est-à-dire que pour le peuple russe, c'est une victoire face à un ennemi qui veut sa perte, mais c'est une défaite parce que c'est au prix de garder un régime totalitaire, responsable du goulag et de millions de morts. Là aussi, il ne faudrait pas oublier. Les crimes de l'hitlérisme ne doivent pas faire oublier les crimes du stalinisme. Il est évident par ailleurs qu'en matière d'antisémitisme, l'Union soviétique n'a pas de leçon à donner, même si elle n'est pas allée jusqu'à un processus génocidaire, que certains affirment qu'elle aurait été planifiée à partir de 1953 et du fameux complot des blouses blanches. Toutefois. Alors, évidemment, l'Europe est quand même perdante, dans le sens où elle est divisée, et l'Europe centrale va subir le joug soviétique pendant un demi-siècle. Elle doit se reconstruire, au même titre d'ailleurs que l'Allemagne, la France doit se reconstruire, et c'est l'émergence, malgré tout, d'idéologies proto-mondialistes et droits de lobbyistes. Pourquoi ? C'est assez simple. Les gens qui ont battu le régime hitlérien n'étaient pas moins nationalistes ou patriotes que les autres. L'armée américaine était compartimentée racialement, par exemple. Les Noirs et les Blancs étaient séparés. Donc il faut bien comprendre que l'idéologie des vainqueurs n'est pas une idéologie de gauche. Et simplement, ce qui va se passer, c'est que les valeurs du nationalisme et du patriotisme vont être associées indirectement au nazisme, alors qu'elles étaient partagées par tout le monde. Ça fait dire à Poutine aujourd'hui que le nationalisme mène au nazisme. Ce qui est évidemment une caricature et un mensonge, mais c'est intéressant de voir comment on fait ça. Et c'est surtout ce qu'on appelle la réduction ad Hitlerum. La réduction ad Hitlerum, c'est un terme qui a été mis en avant par le penseur américain Leo Strauss, qui dit que finalement, on ramène tout au nazisme. Sont nazis pour Poutine les Ukrainiens. Poutine est nazi aux yeux des Ukrainiens. Alors qu'évidemment, c'est un néo-soviétique qui n'a pas, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Et évidemment, la gauche considère que la droite est nazie, ou nazifiante. La droite, elle-même, considère que son extrême droite, si on peut dire, est nazie. Les souverainistes considèrent que l'Union européenne est nazie. Certains partisans de l'Union européenne actuelle nazifieront peut-être les souverainistes. C'est moins le cas. Pour les libéraux, le marxisme serait un fascisme rouge, comme l'islamisme serait un fascisme vert. Tout cela est le même raisonnement. On parle de fascisme écologiste, parfois. Tout ce qui est un peu radical est assimilé à cela. Aux yeux des chrétiens, les païens sont des nazis. Aux yeux des non-chrétiens, le Vatican a pactisé avec le nazisme, etc. On voit bien qu'il y a cela aussi. Et ça fait 80 ans, quand même 80 ans. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le procès du nazisme, et puis ensuite, les gens sont passés à autre chose. Même si, par exemple, les textes juridiques, comme la loi fondamentale allemande de 1949 ou la Constitution française de 1946, sont marqués par cette idéologie droit de l'homme mixte, même si elle n'est pas appliquée. Évidemment, c'est à partir des années 60 et surtout des années 80 qu'il va y avoir une hypermnésie sur la Seconde Guerre mondiale, et aussi sur le génocide, qui est en son sein évidemment une caractéristique spécifique, et qu'on va avoir cette logique-là de commémoration extrême. 80 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il n'aurait pas été temps, quand même, depuis longtemps, de passer à autre chose pour l'avenir de l'Europe ? Est-ce que empêcher l'Europe d'avoir un avenir en la rattachant constamment à cette époque-là est une bonne idée ? J'en suis pas convaincu. Il n'est pas bon d'avoir la politique du rétroviseur. Considérer que tout doit être vu dans l'optique d'empêcher que le nazisme revienne alors qu'il n'est pas possible qu'il revienne, c'est une malhonnêteté profonde. La malhonnêteté va plus loin, donc on désavoue toutes les formes de nationalisme, et tout rejet de l'immigration extra-européenne est assimilé au nazisme. C'est-à-dire là où on voit les souverainistes sont délirants, puisqu'ils accusent l'Union européenne d'être nazie, et ils la reprochent en même temps d'être permissive en matière d'immigration. On expliquera comment l'Union européenne pourrait être nazie, c'est-à-dire avec une idéologie raciste assumée, et radicale, et en même temps, par exemple, soutenir une immigration non blanche, non européenne. Vous voyez, il y a un truc qui ne colle pas. Donc, ça aussi, c'est la marque de cette période-là. Le 8 mai 1945, c'est une Europe coupée en deux. Le 8 mai 1945, c'est une Europe qui a perdu des millions et des millions de ses membres.
non seulement militaire, mais civile, et c'est ça la grande nouveauté. Et c'est une Europe qui doit donc se rebâtir. Elle va se rebâtir rapidement, il faut le reconnaître. Le plan Marshall pourra y aider également. Mais le mondialisme ne serait jamais né comme autrement. Et le mondialisme n'est pas forcément l'idée du siècle non plus, avec ses conséquences sur nos sociétés occidentales, migration et autres. Nous sommes dans une société post-nazie, mais contre-nazie d'une certaine manière. Au lieu d'être dans une société apaisée, qui réhabilite des valeurs saines de patriotisme et de nationalisme, sans tomber dans les excès et dans les extrêmes du passé. Le problème aujourd'hui, c'est que l'unité de l'Europe est une nécessité historique. La guerre est revenue au sein de l'Europe. Russie-Ukraine, c'est une guerre entre Européens. C'est une guerre absurde, comme 14-18 d'ailleurs, et c'est une guerre que la Russie poutinienne ne veut pas mettre, à laquelle elle ne veut pas mettre fin. La récupération par le pouvoir poutinien du 9 mai 1945 est tout aussi analogue à ce que fait l'Europe occidentale. C'est toute la même logique. C'est-à-dire implicitement lier la Russie à l'héritage soviétique. Et un patriotisme russe, malgré tout, dévoyé, là aussi. Pas de victoire russe sans se débarrasser du communisme. Les goulags, c'est Staline, c'est personne d'autre. L'un a fait des lagers, l'autre a fait des goulags. Un goulag, la guerre d'ailleurs en russe, c'est le même mot, ça vient de l'allemand. Un goulag, c'est le lager, le camp gouvernemental. Un Gasudarstva, la guerre. Et tout ça, on l'oublie. Donc, la condamnation du totalitarisme de droite ne saurait se faire sans condamnation égale du totalitarisme de gauche, qu'il ne faut pas exonérer de ses crimes, sous prétexte qu'il a été du bon côté, de l'histoire à un moment donné. Le procès du communisme aurait dû être fait. Faut-il donc encore fêter le mai 45 ? Valéry Giscard d'Estaing pensait que non. Il pensait qu'il était temps d'assurer une vraie réconciliation franco-allemande et donc d'arrêter de rabâcher là-dessus. Paradoxalement, François Mitterrand, pourtant lui aussi partisan d'une réconciliation franco-allemande, va réintroduire la commémoration, alors qu'effectivement elle avait été supprimée par Giscard. Et donc, il faut bien avoir cela en tête. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en cette date du 8 mai 1945, 8 mai 2025. 80 ans, ça suffit.